Un jeune lettré, qui s'appelait Tao, habitait au pied des montagnes célestes une petite maison qui donnait sur un jardin. Tao avait organisé son jardin autour d'un bassin couvert de lotus, avec un kiosque, 3 pins tourmentés, des rochers, un massif de bambous et des prunus qui fleurissaient quand la neige couvrait encore les montagnes. Car sa passion, c'étaient les fleurs. Il en avait de toutes sortes, des pivoines aux couleurs somptueuses, des lys, des orchidées aux parfums suaves, des chrysanthèmes. Il avait aussi, et il en était très fier, un massif d'osmantes, ces arbustes qui se couvrent au printemps de grappes de petites fleurs blanches au parfum de jasmin. Les senteurs de son jardin, c'était pour lui un paysage. Un après-midi d'été, très chaud, alors qu'il allait s'endormir dans le kiosque devant le bassin au lotus, il a vu venir un homme vêtu d'une robe de bure, un homme qui semblait hésitant, inquiet. Tao lui a demandé ce qu'il voulait. L'homme lui a répondu « Mon maître vous présente ses respects. » « Mais qui est ton maître ? » ?»« Il habite tout près. C'est votre voisin. » Tao s'est levé et il a suivi l'homme qui tourna au coin du mur du jardin et l'emmena dans un endroit où tours et pavillons se serraient à se toucher, de sorte qu'il leur fallait avancer en zigzag entre les nombreuses portes et les vantaux. Il croisait sans cesse des dames qui demandaient « Est-ce le seigneur Tao ?» Puis arriva un dignitaire qui le conduisit jusqu'à une grande salle de réception, décorée de guirlandes et de bouquets de fleurs. Le roi trônait tout en haut. Il descendit les marches pour l'accueillir. « Quel honneur de vous rencontrer enfin !» Tao s'inclina. « Votre Majesté, veuillez me pardonner, mais votre accueil est pour moi un mystère. Comment me rendre digne d'un si grand privilège ? Mais c'est que vous êtes notre plus proche voisin. Soyez le bienvenu à la cour du roi des osmantes. » « Des osmantes ? Comme les arbustes de mon jardin ? » ?»« Oui, on m'a dit que vous avez un joli massif de ces arbustes dans votre jardin et que vous les taillez si bien qu'ils nous offrent jusqu'au cœur de l'été ces délicieuses grappes de fleurs blanches si parfumées. Je tiens à vous en remercier. Avec mon peuple, nous avons choisi la fleur d'osmande pour emblème. Mais nous vénérons toutes les fleurs, elles sont pour nous si précieuses. Tao en resta bouche bée. Pour lui, les rois ne se souciaient que d'armées, de guerres, d'exactions et d'argent. Jamais il n'avait entendu dire d'un roi ou d'un peuple qu'il vénérait les fleurs, ou même la nature. La salle s'était remplie de courtisans qui regardaient les yeux brillants l'invité de leur roi. Un banquet somptueux fut servi, on commença à boire, à inventer des chants accompagnés simplement de la musique frêle des orgues à bouche, et on se défia en poésie. Le roi dit un premier vers. L'arôme des fleurs et du vin m'enivre à mon insu. Et il attendait de ses sujets qu'il lui donne la réplique. Mais la salle restait muette. Le roi se tourna vers Tao qui bredouilla. Est-il quelqu'un pour le partager avec moi l'amour du lotus ? Les courtisans applaudirent, le roi semblait ravi. Quelle coïncidence ! Fleur de lotus est justement le petit nom de la princesse, ma fille. N'est-ce pas un effet du destin qui exprime ainsi sa volonté ? Il faut que je vous la présente. Et le roi tapa dans ses mains. On entendit d'abord le tintement de bracelets de jade, puis un parfum envahit la salle alors que la princesse y entrait. C'était une odeur de miel et de violette, de lys et de fleurs d'oranger. Une odeur ronde, épanouie, fraîche comme un matin de printemps.
Le roi dit simplement « Voici ma fille, Fleur de Lotus ». C'était une incomparable beauté de 16 ou 17 ans. Tao la contemplait, tous les sens ébranlés, toutes ses pensées absorbées par cette merveilleuse vision. Elle avait un visage d'ivoire, des yeux fendus en amande comme deux diamants noirs, une bouche rieuse, un corps svelte et gracieux. Tao, l'âme ravie, ne s'aperçut même pas que le roi s'était levé pour lui porter un toast et déclarer « Il conviendrait de marier la princesse Fleur de Lotus, ma fille. Qu'en pensez-vous » Hébété, comme s'il avait perdu l'esprit, n'ayant rien entendu, Tao se leva et demanda la permission de prendre congé. Le roi s'en étonna. Pourquoi une telle hâte à nous quitter? Mais je me garderai d'insister. Et il donna l'ordre à un officier du palais de reconduire son hôte. En chemin, l'officier du palais demanda à Tao « Mais Sa Majesté venait de parler de mariage, sans doute parce qu'il souhaitait vous prendre pour gendre. Pourquoi êtes-vous resté muet? Pourquoi avez-vous décidé de partir ?» Oh, le roi lui avait proposé sa fille en mariage et il n'avait rien entendu. Il était parti au remâchant son dépit dévoré de regrets. Tao arriva chez lui et il se réveilla en sursaut au moment où faiblissaient les derniers rayons du soleil. Il était assis dans le kiosque de son jardin. Il revoyait en pensée la succession des scènes qu'il avait vécues en rêve. Il aurait voulu respirer encore le parfum de la princesse Fleur de Lotus. Peut-être avait-il gardé un peu de ce parfum dans la manche de son habit. Non, il ne sentait rien. Oh, il lui fallait ce parfum dans sa maison pour assurer la tranquillité de son cœur. Il a empli sa chambre de lys, de violettes blanches et de fleurs d'oranger. Chaque soir, il s'endormait dans l'odeur des fleurs, en espérant retrouver son rêve évanoui. Mais non, il avait perdu le chemin qui y conduisait. Il n'avait gardé que ses regrets. Il était désespéré. Une nuit, alors qu'il partageait sa chambre avec un ami, il vit venir un officier du palais qui lui apportait une convocation du roi. Oh, il a suivi tout de suite l'officier. Celui-ci l'a mené directement dans la salle du trône. Tao s'est prosterné devant le souverain qu'il a fait asseoir dans un coin pour un entretien privé. Le roi lui a dit « Je sais qu'après votre départ, vous avez beaucoup pensé à nous. J'espère ne pas encourir votre refus en vous proposant ma fille en mariage. » Tao s'inclina pour le remercier de cette faveur insigne. Le roi décida que les noces devaient avoir lieu immédiatement. Les plus hauts dignitaires furent invités à partager le banquet du mariage. Et quand celui-ci toucha à sa fin, on vint annoncer l'entrée de la princesse. Peu après, entourée de ses demoiselles d'honneur, Fleur de Lotus, qui avait la tête couverte d'un voile de brocart rouge, s'avançait à petits pas sur le tapis de laine aux 1000 couleurs. Les deux époux échangèrent les salutations de la cérémonie nuptiale, puis on les accompagna à leur appartement. Tao ne savait comment exprimer son bonheur. Vous voir avec moi, cela me procure une telle joie que j'en oublie ma condition de simple mortel. Mais je crains
Je crains que cette merveilleuse rencontre ne soit qu'un rêve. » La princesse protesta en mettant délicatement sa main devant sa bouche. « Comment cela, un rêve? Je suis bel et bien là, en votre compagnie. » Et quand plus tard, elle s'allongea près de lui sous la couverture, elle lui prouva bien qu'elle était là. Et Tao connut une parfaite félicité. Quand il se réveilla à l'aube, il s'amusa à farder la princesse, à lui passer une ceinture autour de la taille et même à mesurer ses petits pieds. Elle riait. « Mais tu es devenu complètement fou. »« Non, je voudrais inscrire tous ces détails dans ma mémoire, afin de m'en souvenir, parce que si c'était qu'un rêve. » Il patinait ainsi, lorsqu'une dame du palais entra en courant dans la chambre. Tao était convoqué chez le roi. Une terrible catastrophe était imminente. Tao se hâta d'aller rejoindre le roi, celui-ci était blême. Il tenait à la main une dépêche qu'il lui tendit. Elle avait été écrite par un ministre qui écrivait « Un gigantesque serpent de 10 000 pieds s'est installé devant le palais. De sa gueule jaillit une langue fourchue, brûlante, comme les feux de l'enfer. Il a déjà avalé 13 800 de vos sujets. Il dévaste tout sur son passage. Il engloutit palais et pavillons, fait s'écrouler tours et murailles. C'est une calamité telle qu'on n'en a jamais rencontrée en 10 000 générations. Le royaume risque d'être anéanti. J'implore votre majesté de gagner au plus vite un territoire où sa sécurité sera assurée. » Des gens du palais venaient confirmer la présence du monstre. On fermait les issues au milieu de cris et de gémissements, dans un accablement qui voilait le ciel et le soleil. Pris de panique, le roi en pleurs se tourna vers Tao. « Je vous en prie, prenez soin de ma fille. » Alors Tao se retourna et il revint haletant là où il avait laissé la princesse qui se lamentait, la tête entre les mains, entourée de ses suivantes. Mais où fuir? Tao lui prit doucement les poignets. « J'ai honte de n'avoir pas une chambre en or à te proposer. Je ne dispose que d'une petite maison. Mais accepterais-tu de t'enfuir avec moi pour t'y abriter provisoirement? » « En ce péril, nous n'avons pas le choix, » lui répliqua la princesse. Elle retenait ses larmes. « Mais emmène-moi, je t'en supplie. » Tao sortit en la soutenant. Il arriva peu après chez lui. La princesse pleurait toujours. « Bien sûr, cette maison, elle vaut 1000 fois mieux que mon pays dévasté. Mais où mes parents? Où tous les miens vont-ils pouvoir s'abriter? Je t'en prie, construis une autre maison où notre peuple pourrait s'installer. » Tao ne voyait pas comment il aurait pu construire un palais digne d'abriter le roi des osmantes et tous ses sujets. Elle se mit à sangloter. « Je ne pourrai pas avoir confiance en toi si tu ne peux porter secours à ceux qui en ont besoin. » Ils étaient entrés dans la chambre. Elle se jeta sur le lit, sans cesser de sangloter. Impuissant à la consoler, angoissant par l'impossibilité où il était de construire cette maison, ce palais, Tao se réveilla brusquement. Il comprit qu'il sortait d'un rêve. Mais le bruit des sanglots résonnait encore à ses oreilles. Comme un bourdonnement. Il écouta plus attentivement, mais ce n'était pas une voix humaine qu'il entendait. C'était le bourdonnement de
2 ou 3 abeilles qui voletaient au-dessus de son oreiller. Il en cria de surprise, ce qui éveilla son compagnon, qui l'interrogea. Il lui raconta son rêve. Ils se levèrent tous deux pour observer plus attentivement les abeilles. Elles s'agglutinaient autour de la manche de Tao, et il avait beau agiter le bras pour les chasser, il n'y arrivait pas. Son ami lui conseilla de leur construire une ruche. Au fond, c'était ce que lui avait demandé la princesse Fleur de Lotus dans son rêve. Tao veilla personnellement à la construction de cette ruche. À peine avait-on fixé les 2 premiers rayons qu'on vit arriver, venant de l'autre côté du mur, en une longue procession, tel un ruban, un essaim d'abeilles qui s'y installa. Mais d'où venaient-elles, ces abeilles? L'ami de Tao l'entraîna de l'autre côté du mur. Ils remontèrent le parcours du vol de l'essaim, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent à une maison un peu décrépite, devant laquelle dormait un vieil homme, appuyé sur un bâton. À l'ombre de 3 arbres, au milieu des herbes folles, il y avait une belle ruche. Tao raconta son rêve au vieil homme et l'arrivée des abeilles dans son jardin. Tous 3 se dirigèrent vers la ruche. Elle était étrangement silencieuse. Quand le vieil homme en souleva le couvercle, ils virent qu'un énorme serpent venimeux s'était glissé à l'intérieur. Il faisait bien 10 pieds de long. Ah oui, c'était le monstre qui menaçait d'anéantir le royaume du roi des Osmantes. Le vieil homme dit « C'est bien, l'essaim qui vivait ici est parti se mettre à l'abri chez toi. Je t'apprendrai l'art du rucher, je t'apprendrai comment devenir l'ami de ces belles butineuses. Mais il faut d'abord tuer ce monstre. » Il alla chercher une hache et décapita le serpent. Ils revinrent tous 3 à la maison. Une jeune fille apparut dans l'embrasure de la porte. Le vieil homme regarda Tao. « C'est ma fille. Oh, elle pourra t'aider à élever tes abeilles. Elle en sait déjà beaucoup. Bientôt, elle en saura plus que moi. » Tao demeurait figé de stupéfaction devant le visage entrevu. Un teint d'ivoire, des yeux fendus en amande comme 2 diamants noirs, une bouche rieuse, un corps svelte et gracieux. Il murmura « Fleur de lotus ?» La jeune fille eut un léger sourire. Rêvait-il encore? Le conte ne le dit pas. Ce que le conte dit, c'est que les abeilles, installées dans son jardin, se multiplièrent et connurent une nouvelle prospérité.